Voilà, au début de la séance de notre conseil municipal, je voudrais renouveler nos condoléances à Elisabeth Bourson, puisqu'elle n'était pas là et pour cause au conseil précédent. Nous avons un certain nombre de personnes qui sont absentes et qui ont donné pouvoir. Sylvie Kosca a donné pouvoir à Christine Diou. Cathy Légio a donné pouvoir à Philippe Barre. Dominique Saint-Pierre a donné pouvoir à Muriel Jandet. Alexandra Turnard à Philippe Bretagnol. Laura Vacher à Pierre Pérez. Est-ce qu'il y a d'autres pouvoirs? Monsieur Ruffier. Jean-Benoît Serino doit avoir le pouvoir de Bernadette Laclais, je pense. Bon. Mais il va arriver dans un instant. Ok, très bien. Alors, je vous propose de désigner Damien Varon comme secrétaire de séance. Y a-t-il des observations sur le compte-rendu de la séance du 21 octobre? On n'en a pas reçu. S'il n'y en a pas, il est donc adopté tel que. Alors, on en vient donc au premier rapport, à une série de rapports. Ah oui, il y a le rapport d'activité du CCAS d'abord. Alors, Françoise Bovier-Lapierre va nous faire une introduction et je donne ensuite la parole à son directeur. Donc, je suspendrai la séance quand le directeur aura la parole. C'est absurde, mais c'est la loi. Voilà, comme tous les ans, donc on va vous faire le bilan d'activité du CCAS. Et les documents vous seront envoyés dès qu'ils seront prêts. C'est vrai qu'on avait prévu de vous le faire au mois de décembre. C'est exactement la même chose que pour le conseil d'administration. Et en raison donc de l'abondance de sujets à traiter au mois de décembre, il nous a été demandé de le faire aujourd'hui. Donc, on va vous présenter ce bilan d'activité. Et les rapports, les documents vous seront adressés dans les meilleurs délais. Alors, on laisse la parole au directeur du CCAS, que l'on salue pour son premier rapport parmi nous. Bonsoir à tous. Donc, je vais vous mettre un coup de projecteur sur l'activité 2018 du CCAS, qui est une année où on retrouve des tendances qu'on avait déjà présentées l'an passé. Alors, en termes d'éléments généraux, quelques rappels. Au niveau du budget, donc, on a un budget qui est d'un peu plus de 18 millions de dépenses de fonctionnement. On constate quand même une baisse par rapport à l'année 2017, d'à peu près 1%, qui est lié à la fois à une baisse de la masse salariale, qui a baissé de 0,6%, et puis de charges exceptionnelles. On avait soldé les amortissements des anciens établissements qui étaient François Boyer et Claire Soleil en 2017, et donc ça avait fait des charges exceptionnelles. On a un résultat. C'est bon. Donc le résultat cumulé est un résultat satisfaisant. Il cache néanmoins de grandes disparités entre les budgets. Pour mémoire, le CCAS gère 8 budgets différents. Donc on a par exemple au niveau du budget principal un excédent de 650 000 € et au Clématis un déficit de 307 000 €. Donc des grands écarts. On a un résultat global qui est en hausse, qui est relativement élevé parce que les résultats d'investissement sont élevés. Pour mémoire, le CCAS gère des établissements dont il n'est pas propriétaire, donc il a un niveau d'investissement qui est faible. Et cet investissement donc, se retrouve dans le résultat final. Il sert aussi en ligne de trésorerie, puisque c'est une façon de ne pas être obligé d'avoir une ligne de trésorerie. La subvention de la ville est de 3 700 000 €. Il faut noter que cette subvention intervient dorénavant sur des services qui ne sont pas des services exclusivement relevant normalement de la ville, mais aussi sur des services qui sont financés par l'ARS et le conseil départemental. Ainsi, sur les EHPAD, il y a eu 125 000 € qui a été donné sur chaque EHPAD et 50 000 € sur Corolle. Quelques éléments en matière de ressources humaines. Donc on a 360 agents à peu près qui interviennent tous les jours, dont une cinquantaine de remplaçants.
On a un effectif permanent donc, de 306 agents avec 88% d'agents titulaires. C'est une particularité puisque dans les CCAS en moyenne en France, on est plutôt autour de 60%. Donc ça a des avantages notamment au niveau du turnover qui est moins important. Par contre, ça apporte certaines raideurs en termes d'effectifs au quotidien. On a toujours un nombre très majoritaire de femmes sur l'établissement, 8% d'hommes seulement. On a des métiers qui sont très féminisés d'une part, et d'autre part, on a très peu de candidats hommes, ce qui empêche d'ailleurs, si on avait la volonté d'essayer d'inverser cette courbe, ça serait extrêmement difficile, parce qu'on n'a pas les candidats. On a 13% de travailleurs handicapés, c'est un taux qui est très élevé. La moyenne dans les CCAS, c'est 5,4%. Ce n'est pas le fruit d'une politique de recrutement, c'est vraiment lié au reclassement que l'on a effectué au niveau du personnel. On a un fort taux d'agents reclassés dans les effectifs. On a un âge moyen qui a un petit peu augmenté, 47 ans, il était de 46 ans l'année dernière. On a fait peu de recrutements cette année et les recrutements qu'on a pu faire étaient sur des personnes un petit peu plus âgées. Enfin, le taux d'absentéisme reste élevé à 13,5%. Il est globalement, néanmoins, il plafonne et on repère que ce taux d'absentéisme est surtout lié à de l'absentéisme de longue durée et pas de la maladie ordinaire. Les principales tendances 2018, le changement de public du CCAS se confirme. On a un niveau de dépendance des personnes qui est servi, qui est en hausse, à la fois sur l'hébergement et à la fois sur le domicile. On y reviendra un peu plus en détail tout à l'heure. Oui, ça marche. Hein, bon. On a ensuite des résultats budgétaires qui sont, on va dire, en trompe-l'œil. Les bons résultats de 2018 sont portés par une baisse des dépenses, je vous l'ai expliqué, et aussi par 270 000 € de crédits neuroconductibles qui ont été versés par l'ARS et le conseil départemental. Du coup, le budget primitif 2019 a été construit avec une reprise de tous les excédents pour financer les différentes hausses. Ce qui est important de souligner, c'est que la gestion du budget du CCAS est assez simple et à la fois assez complexe pour trouver des économies, puisque 95% des dépenses tiennent en 6 types de dépenses. 68% sont de la masse salariale, 13% des loyers et fluides, 5% des repas qui sont servis aux usagers, 3% d'assurance, 2% maintenance, 2% d'amortissement. Donc on a très peu de prise sur les dépenses parce qu'elles sont très peu variées. Troisième grande tendance qu'on avait déjà évoquée l'année dernière, les difficultés de recrutement. On a des candidatures en chute libre. On a en plus la concurrence de l'hôpital, la concurrence des sociétés d'intérim et de la Suisse. Si on rajoute à ça une image qui est très dégradée de la gériatrie, on a beaucoup de difficultés à trouver des candidats. Les principales actions qu'on a conduites en 2018, donc on y reviendra quand on passera en détail les différents secteurs. On a établi donc des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens. C'est des documents qui dorénavant sont obligatoires dans notre secteur. C'est un travail assez lourd parce que ça nécessite d'établir un état des lieux sur l'activité de chaque service, un diagnostic financier et de définir des objectifs qui sont à la fois qualitatifs, quantitatifs et financiers. Ça nous a aidés parce que ça a permis de mieux partager nos difficultés. On verra tout à l'heure sur quelques exemples, il y a eu quelques avancées. Ceci étant, ça ne résout pas le problème de fond. Le problème de fond, c'est des moyens qui n'évoluent pas aussi vite que le niveau de dépendance des personnes que l'on sert, là aussi à domicile comme en établissement. On a travaillé dans le cadre du nouveau protocole sur le temps de travail, ce qui a permis de revoir des organisations et de développer quelque chose qui était peu utilisé chez nous, les horaires variables dans les services où ça pouvait l'être. On a enfin fusionné les services qualité et sécurité, ce qui devenait vraiment quelque chose d'important chez nous, puisque on a une multiplication des plans d'action qu'on peut avoir chez nous, à la fois qui viennent de l'évaluation interne, de l'évaluation externe, du CEPOM dont on vient de parler, du document unique, et toutes ces conjugaisons de travaux nécessitaient de simplifier et de donner plus de lisibilité pour les chefs de service comme pour les agents.
Et enfin, on a modernisé nos logiciels. En 4 ans, on est passé globalement de logiciels maison qui étaient produits par la DSI à des logiciels et des applicatifs professionnels dont l'utilisation facilite le travail quotidien. Quelques tendances maintenant sur les différents services. Donc les tendances sur les EHPAD, on a un taux d'occupation qui est proche de 100%, mais il faut noter une liste d'attente qui est en chute libre. Alors on a certes 650 demandes de précaution, mais la liste active est composée de moins de 50 noms. Alors 50 noms, ça peut paraître beaucoup, mais quand on demande à quelqu'un de rentrer en EHPAD, on peut parfois dans cette liste de 50 noms ne pas trouver une personne qui est prête à rentrer immédiatement. Alors qu'est-ce qui explique cette tendance? À la fois, il y a beaucoup de place sur le département. On laisse très peu de temps aux gens pour prendre une décision. Ils ont 72 heures à peu près pour décider si oui ou non ils souhaitent rentrer en EHPAD. En plus, les durées de séjour sont plus courtes, donc il y a plus de turnover chez les usagers. Et enfin, on a une augmentation de la dépendance au niveau de l'entrée. Cette augmentation ne nous permet pas d'accueillir tout le monde, puisqu'on a des personnes qui ont des pathologies qui nécessitent la mise en place ou l'existence d'un plateau technique que l'on n'a pas. Cette fragilité se caractérise cette année par l'accueil, pour la première fois, de non-chambériens sur nos EHPAD. Deuxième point, donc l'augmentation de la dépendance. Alors la dépendance, elle se calcule par ce qu'on appelle le GMP, qui évalue le niveau de dépendance de quelqu'un, ça traduit son niveau. Donc cette dépendance, elle a augmenté de 3% sur les 2 EHPAD, mais elle a surtout augmenté au Charmilles, puisqu'en 2 ans, au Charmilles, le GMP a augmenté de 20%. Alors concrètement, qu'est-ce qui se cache derrière ce chiffre? Ça veut dire que 10 résidents sont passés de besoin d'une aide quotidienne partielle à une prise en charge plus ou moins totale pour l'ensemble des actes de la vie courante par rapport à décembre 2016. Donc en termes de travail sans moyens nouveaux, ça nécessite beaucoup plus d'accompagnement. Autre tendance, on l'a déjà évoqué, la difficulté de recruter sur les EHPAD. À ce jour, environ 6% du personnel qui travaille quotidiennement dans les EHPAD est employé en intérim. Il faut noter aussi qu'on a eu un mois d'août 2018 très compliqué qui nous a obligés au Clématis pour la première fois de repousser les entrées parce qu'on n'était pas en capacité d'accueillir les gens sur un mode convenable. Enfin, même si un bilan d'activité n'a pas pour objet de parler des situations personnelles, je souhaitais évoquer l'absence prolongée de la directrice, qui a généré beaucoup de difficultés de fonctionnement pour les EHPAD, qui a mis un petit peu en difficulté la stabilité de l'établissement, des établissements, mais qui met aussi en exergue la difficulté d'occuper ce type de poste, où il y a une pression qui est liée à une activité 24 heures sur 24, des équipes nombreuses, où le moindre absentéisme pose une difficulté, où il y a une exigence croissante des usagers et des familles, des problèmes de gestion bâtimentaire, de sécurité. Ce sont des métiers extrêmement difficiles et une responsabilité très importante à porter. Sur les résidences autonomie, donc on a un taux d'occupation qui est satisfaisant, 97%, à peu près homogène entre les 2 structures. En termes d'activité, on a achevé la remise en état des sols sur Majoie, donc on va dire que tout ce qui était dans nos capacités de réfection a été fait. Maintenant, les bâtiments sont anciens, donc tout ce qui est des éléments basiques du bâtiment est d'origine. Je pense par exemple au réseau, qui ne sera pas possible de refaire en site occupé. Donc il y aura vraiment une question à se poser quand ces réseaux seront à bout de course. Ils n'y sont pas encore tout à fait. Et on accueille aussi sur ces établissements des gens avec des parcours de plus en plus atypiques. Alors ça concerne davantage Majoie que la Calamine. Qu'est-ce qu'on entend par des gens avec un profil plus atypique? Ce sont des résidents qui sont plus jeunes. 15% des résidents de Majoie ont moins de 70 ans, qui ont des parcours de vie qui ne sont pas linéaires, qui ont même pu parfois être passés par la rue. Et ça se concrétise statistiquement par 20% des résidents qui sont sous protection juridique, ce qui n'était pas le cas encore il y a quelques années, et 33% qui touchent l'aide sociale à l'hébergement. Là aussi, c'est un chiffre en forte évolution. Sur les résidences sociales, là encore, on a une précarisation des publics accueillis, de moins en moins de salariés, de plus en plus de personnes aux minima sociaux. On a aussi une augmentation confirmée de l'âge des personnes, des femmes qui sont accueillies à Chrysalide. Chrysalide, c'est là où on accueille de jeunes mamans
avec un travail sur la parentalité. Une personne sur deux a plus de 26 ans. Les moins de 20 ans ne représentent plus que 9%, alors qu'ils étaient près de 50% dans les années 2000. Donc il y a une véritable évolution, et avec des parcours extrêmement atypiques sur ces personnes-là, puisqu'on peut avoir des femmes qui ont déjà eu 2 ou 3 enfants placés préalablement à leur entrée dans notre établissement. Il y a toujours la question sur les épinettes, que devient l'établissement à partir de 2023. Au quotidien, les difficultés sont importantes parce que le bâti est de plus en plus fatigué et les charges explosent en fonction de ce bâti, notamment les fluides, la question du chauffage, la question de l'eau, et puis toujours des logements qui sont inadaptés aux besoins des personnes. On pense notamment aux studios qui font 13 mètres carrés et qui ne répondent plus aujourd'hui à la demande. Enfin, on a développé des collaborations nouvelles sur lesquelles je souhaitais insister. On a par exemple travaillé sur les épinettes avec la CPAM pour faire un relais assurance maladie, avec Unicité sur la question de l'éco-citoyenneté, avec la banque alimentaire où on fait des repas partagés. On met aussi, il y a la présence d'un écrivain public toutes les semaines grâce à l'association Agir ABCD. Et enfin, on travaille avec l'association Transition, pour lequel on met à disposition 2 logements. Donc l'association Transition, c'est une association qui est issue du CHS, avec des personnes en très grande difficulté sociale et avec des troubles psychiques importants. Donc on a 2 logements qui leur sont mis à disposition. Sur Calypso et Chrysalide, il faut noter les collaborations avec l'IFSI sur la question de la santé et de l'hygiène bucco-dentaire, les collaborations renforcées avec l'équipe mobilité précarité du CHS, et puis des interventions nouveaux que l'on peut avoir. On a notamment un musicothérapeute et une socio-esthéticienne qui sont intervenus auprès des résidents. Sur les services à la personne, on va retrouver des choses qu'on a de l'autre côté, la difficulté à recruter, même si on n'est pas forcément sur des métiers qualifiés. Aujourd'hui, on est en capacité de prendre des personnes nouvelles, mais on est en impossibilité de recruter des personnes pour prendre ces nouveaux résidents. Du coup, l'activité n'a pas augmenté, alors qu'elle aurait pu le faire. Pour essayer de trouver du personnel, on a engagé pas mal de démarches, on a revalorisé le régime indemnitaire, sachant que les aides à domicile sont tout en haut des grilles des catégories C. On a travaillé un partenariat avec un groupement d'employeurs pour accueillir des personnes en alternance. On a multiplié et changé les supports utilisés pour les annonces dans le cadre des recrutements. On essaye d'être présent dans les formations initiales qualifiantes pour présenter le CCAS. On accueille des stagiaires. Là aussi, rien n'y fait, c'est un métier dévalorisé qu'il est difficile aujourd'hui d'envisager pour un certain nombre de personnes qui ne trouvent pas d'emploi. On a signé là aussi CEPOM, alors 2 CEPOM différents. Le premier sur l'aide à domicile, qui est un CEPOM uniquement avec le conseil départemental, où notre objectif sera d'avoir davantage de personnes dépendantes et de disposer pour celles-ci d'un projet de vie détaillé. Pour ce qui est du service de soins infirmiers à domicile, il était intégré dans le grand CEPOM avec les EHPAD. Ça a été difficile de travailler parce que les outils étaient faits pour les EHPAD et pas du tout pour les SIAD, et les objectifs étaient aussi des objectifs qui ne s'adaptaient pas au service à domicile, donc on n'en a pas tiré grand-chose. Pour ce qui est des repas, donc la baisse a été confirmée une partie de l'année. On a beaucoup moins livré. Ça se stabilise à partir du dernier trimestre de l'année 2018 et ça se confirme en 2019 avec un début de redémarrage mais timide. Alors, suite effectivement à la perte de ces usagers, on a lancé un certain nombre d'initiatives. On a notamment financé des repas gratuits pour les personnes qui avaient quitté notre service. On a mis en place plusieurs formules. Avant, on est aujourd'hui ceux sur le marché qui avons le plus de formules différentes. Et on réfléchit à une refonte de la facturation l'année prochaine, avec notamment une possibilité pour les gens de s'abonner. Enfin, il y a une confirmation de la réussite du Dynamobile, qui est le transport d'usagers du CCAS que l'on propose depuis une grosse année, qui dorénavant occupe un agent à temps plein. Donc on vient chercher les gens, on fait une course avec eux pour une somme qui est assez modique, puisque c'est 2 €. Le pôle Alzheimer. Donc, on a une évolution significative du taux d'occupation, 90% sur l'accueil de jour, ce qui est très élevé pour un service de ce type. Et l'hébergement temporaire, à partir de 2019, lui aussi commence à augmenter très fortement, puisqu'on est au-delà de 80%, soit au-delà des objectifs que l'État nous avait fixés en termes de CEPOM. Ceci étant, ça ne résout pas le problème
budgétaire de cet établissement qui est déséquilibré, quelles que soient les entrées que l'on peut avoir, du fait notamment du coût du loyer et des faibles dotations qui sont versées. C'est vraiment une des questions dans les 4 ou 5 années à venir, savoir ce que devient cet établissement, qui n'est financièrement en tout cas pas équilibrable aujourd'hui. On a en parallèle un rallongement important des séjours sur l'hébergement temporaire. Le taux d'occupation entre 2018 et 2017 est le même, mais le nombre d'usagers accueillis a baissé de 34%. Ça veut dire que les gens sont restés plus longtemps. Et à ce titre-là, on a été obligé de demander 5 dérogations au conseil départemental, c'est-à-dire des gens qui sont restés plus de 3 mois sur l'établissement, parce que normalement, on ne peut pas rester plus de 3 mois. Pour la plupart, c'était des gens qui étaient en attente de place sur un EHPAD précis et qui, du coup, dans cette attente, étaient hébergés chez nous. Enfin, le CEPOM, là, a été positif, puisque ça a permis un regroupement administratif de l'accueil de jour et de l'hébergement temporaire. L'hébergement temporaire était jusqu'à présent rattaché au Clématis. C'était une demande de l'administration et ça nous permet de favoriser les mutualisations et ça simplifie le parcours de l'usager. C'est beaucoup plus clair. C'est aussi pour le CCAS une reconnaissance de notre expertise sur le public qui souffre de la maladie d'Alzheimer. Enfin, les tendances sur le pôle social. Donc, on a des demandes d'aide facultatives qui sont globalement stables. On a une part de plus en plus importante dans les factures prises en charge dans le cadre des aides facultatives des factures d'eau chaude, qui représentent dorénavant 60% des aides octroyées. On a un changement de public qui s'était déjà esquissé les années passées. On a en théorie au CCAS, notre public, ce sont les personnes seules ou les couples. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit que 60% des demandes d'aide facultative sont pour des familles et que parmi ces familles, près de la moitié sont des familles monoparentales. Autre tendance qu'on repère, c'est les demandes croissantes de personnes de plus de 60 ans. Elles représentaient 4% en 2015, elles représentent 13% en 2018. Enfin, sur les personnes qui sont suivies au titre du RSA, le CCAS, normalement, suit des personnes qui viennent la plupart du temps d'ADEMA, ce qui explique qu'un tiers ont le statut de réfugié et qu'on a plus de la moitié qui ne maîtrisent pas bien la langue française, voire pas du tout la langue française, qui nécessite un partenariat important, à la fois avec ADEMA, bien sûr, mais aussi l'ADDKS pour des traductions, et qui nous a aussi nécessité de former notre personnel aux langues, et notamment à l'anglais et à l'arabe. Voilà. Merci, Monsieur Baudouin. Madame la vice-présidente, vous voulez rajouter quelque chose? Alors, j'ouvre le débat. Y a-t-il des questions, des commentaires, des demandes de parole? Monsieur Dupassieux. Oui, c'est un peu improvisé comme question puisqu'on découvre le rapport. 2 questions par rapport à ce qui a été exposé. Concernant la liste d'attente qui serait en diminution et le fait que sur cette liste d'attente, il y aurait de plus en plus de personnes qui ne peuvent pas être prises en charge par nos structures municipales. Est-ce que ça veut dire que les structures qui sont gérées par l'hôpital sont mieux à même d'accueillir ces publics-là? Et puis la deuxième question, on a eu un tout petit débat à ce sujet au Conseil communautaire de jeudi dernier, c'est la question de l'avenir du foyer des Épinettes. Quelle est la position de la municipalité sur le foyer des Épinettes concernant son avenir? C'est sûr que parce qu'à l'hôpital, il y a 2 sortes de prise en charge pour les personnes âgées. Il y a ce qui sont les EHPAD, et puis il y a les unités de soins de longue durée qui sont faites pour, je pense, les personnes que vous évoquez, les personnes qui ont besoin d'un plateau technique pour être pris en charge. Alors c'est vrai, celles-ci, nous ne pouvons pas les prendre en charge. Mais quand M. Baudouin disait que la liste d'attente diminuait, ce sont des gens qui peuvent rentrer dans nos structures à nous. Mais simplement du fait du nombre de places plus important et du fait que les gens rentrent de plus en plus tard, la liste d'attente réduit. Hein? Peut-être pour marquer ça, en 2014, les gens rentraient dans nos EHPAD avec 84 ans de moyenne d'âge. En 2019, ils rentrent avec 92 ans de moyenne d'âge. Donc ça veut aussi dire que le service à la personne à domicile s'est amélioré
que les gens restent à domicile le plus longtemps possible. Et en fait, il se passe quoi? Il se passe qu'un jour, il y a l'accident, l'hospitalisation, et l'hospitalisation ne permet plus un retour à domicile. Donc là, il faut par contre trouver une place tout de suite en EHPAD. Parce qu'effectivement, pour le reste, les gens font des demandes, et puis quand on sonne pour leur dire il y a une place, ben, ils disent je vais encore attendre un peu de temps. Voilà. Si je peux me permettre, également, la durée de séjour dans un EHPAD, c'est beaucoup raccourci. Hein, c'est 2 ans à peu près maintenant la moyenne. Alors qu'avant, ça pouvait être quelquefois 10 ans. Hein. Sur la question des épinettes, la position de la ville de Chambéry est très claire, et je viens de la rappeler d'ailleurs dans un courrier que j'ai signé au président de l'agglomération, mais il ne l'a pas encore reçu, mais il en a été prévenu. Le CCAS a été l'objet, de la part d'un certain nombre d'élus de l'agglomération, de commentaires que j'ai qualifiés de sournois sur la gestion des épinettes. Donc, puisque d'autres sont plus capables que le CCAS de gérer les épinettes, qu'ils gèrent les épinettes. Les épinettes, c'est un équipement d'agglomération. C'est un équipement départemental quasiment, qui accueille des gens de très grande fragilité. L'installation actuelle est à bout de souffle. Le bail qui avait été consenti arrive à terme en 2023. Il y a des décisions qui sont à prendre, qui doivent engager l'État, qui doit nous fournir un certain nombre de données qu'à ma connaissance on attend toujours, le département, l'agglomération, Cristal Habitat, et bien évidemment la ville s'associera à cette réflexion et à ce qui sera décidé. Mais dans la forme actuelle, en 2023, la ville n'est pas en capacité de continuer, puisqu'il y a suspicion sur la manière dont elle gère les épinettes. C'est vrai que les épinettes ont un déficit important, de l'ordre de 80 000 €, même s'il a été réduit un peu par rapport à 2 ou 3 ans en arrière. Je pense que, en mettant, si vous me permettez l'expression, tout le monde autour de la table, puisque j'ai demandé que le conseil de surveillance des épinettes associe l'ensemble de ceux qui devraient être partenaires de la structure, du coup, j'entends des choses un peu moins désagréables à mes oreilles. Il y a des décisions qu'il faudra prendre dans les mois qui viennent. Il y a des études qui ont dû être engagées. Il faudra que ces études soient produites à partir des données qui auront été rendues disponibles, notamment par l'État, pour qu'on puisse avancer sur une solution à l'horizon 2023. Monsieur Fajot. Moi, c'est plus globalement là, sur le contexte. Encore jeudi dernier, les personnels du secteur hospitalier et sanitaire et social étaient dans une action par rapport à la souffrance. On l'avait exprimé l'autre fois lors du dernier conseil municipal en votant une motion unanime de soutien au personnel. Est-ce qu'il y a des choses qui s'éclaircissent? Qu'il y aura des annonces nationales du président de la République ou du Premier ministre pour améliorer la situation, mais le personnel est quand même particulièrement en souffrance, évidemment dans le secteur hospitalier, mais aussi dans les EHPAD, je crois. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu prochainement pour remédier? Au-delà des problèmes de recrutement dont on fait part tous les EHPAD, il n'y a pas de raison que les nôtres en échappent. Voilà. C'est juste aussi de dire quand même qu'on pourra avoir un mot sur les personnels quand même des EHPAD qui, chaque jour, peinent. Oui, monsieur Fajot, je vais rappeler que lorsque les Charmilles ont ouvert, la dotation de l'État était tellement, je vais m'arrêter à faible, que la ville a financé directement sur son budget, alors qu'elle en avait en principe pas le droit, un poste d'infirmière, parce que je considérais, avec Françoise Bovier-Lapierre et Benoît Perroton, que l'encadrement en personnel de soins ne pouvait pas être en dessous d'un certain niveau et qu'il fallait donc compléter. En ce qui concerne la rémunération des personnels
on a veillé à ce que les personnels de catégorie C, qui sont dans des grilles particulières, aient le droit au niveau plus élevé de primes qu'on peut leur verser. Mais on est tenu par le cadre de la fonction publique. Je pense que le problème est national. On parlait tout à l'heure de l'hôpital. Le président du conseil de surveillance peut vous dire qu'à l'hôpital aussi, on a des difficultés pour affecter du personnel dans les services de nos EHPAD et dans les services gériatriques, quoi. Donc on a une vraie difficulté qui, comme cela a été dit par M. Baudouin, est amplifiée ici chez nous. Je l'ai d'ailleurs expliqué, ou redit plus exactement, au directeur de l'ARS il n'y a pas très longtemps, par l'aspirateur suisse. Puisque le niveau de rémunération en Suisse, compte tenu de la différence en plus de valeur des monnaies, a un effet fâcheux, quoi. L'autre jour, on discutait avec la directrice adjointe de l'hôpital sur l'école d'infirmière. La promotion qui est sortie de l'école d'infirmière, elle était embauchée, et pas forcément embauchée par l'hôpital, bien avant d'avoir été finie de former, quoi. Donc là aussi, je pense qu'il y a une question de numerus clausus, même si ça n'existe pas, mais il va falloir augmenter le nombre de personnes formées. Et puis, il faut surtout améliorer l'attractivité du secteur. Parce que le problème, c'est qu'au niveau des... J'ai une petite expérience personnelle là-dessus, au niveau des établissements de formation, autant on continue à avoir un attrait dans les services à la personne pour tout ce qui concerne la petite enfance, autant chez les jeunes, il y a moins de demandes d'entrée en formation, je parle des formations initiales, sur le service à la personne. Ça veut dire qu'on se prépare la crise des 10 ans qui viennent, quoi. Et on est déjà en situation de crise. Donc pour moi, la première des questions qui relève de l'État, c'est la revalorisation des rémunérations des personnels des EHPAD. Et je me permettrai un commentaire personnel. Il se trouve que j'ai maintenant une petite expérience familiale. Quand je vois le travail qui est rendu par le personnel des EHPAD au quotidien, je pense qu'on peut qu'être admiratif du quasi-sacerdoce que représente le travail auprès de personnes, comme l'a dit Françoise, qui sont de plus en plus dépendantes. Parce qu'effectivement, les gens rentrent plus âgés, mais rentrent aussi plus dépendants dans nos établissements. Y a-t-il d'autres demandes de parole? Oui, Monsieur Dupassieux. Oui, revenir d'un mot sur la question des épinettes. Moi, je fais partie des élus qui ont regretté que Grand Chambéry ne prenne pas la compétence CCAS, comme l'a fait l'agglomération voisine de Grand Lac. Si ça avait été le cas, on n'aurait pas ce problème d'effectivement de qui s'occupe des épinettes. C'est compliqué parce que il y a des communes aujourd'hui qui font peu ou pas grand-chose sur ces questions d'aide sociale. Effectivement, si on transfère tout ça à Grand Chambéry, elles n'auront pas de retrait sur la compensation. Et donc, c'est une question compliquée. Mais à mon avis, on ne peut pas reporter indéfiniment ce sujet. Il faudra bien le mutualiser un jour. Et ça repose encore une fois la question des communes nouvelles. Président de l'agglomération, vous avez lu là. Oui, chers collègues, vous m'obligez à prendre aussi part au débat après cette deuxième interpellation. D'abord, vous l'avez souligné dans votre intervention, en termes de compétences, notre agglomération n'a pas la compétence sociale, et vous savez que c'est d'ailleurs été un sujet qui a fait l'objet d'un large débat au moment de l'élargissement du périmètre avec le Cœur des Bauges, puisque vous avez mesuré, au même titre que nous, l'impact qu'aurait eu sur l'ensemble de nos budgets de la prise de compétences sociales qui voulait notamment laisser supposer à l'origine qu'on aurait eu l'EHPAD du Châtelard, Maurice Perrier, à intégrer, mais par voie de compétences générales, le risque d'avoir l'ensemble des EHPAD du territoire de notre agglomération. C'était juste une révolution budgétaire et organisationnelle. Par ailleurs,
Vous le savez également, ce type d'établissement se gère parfaitement lorsque nous sommes dans la proximité des familles et des cas de figure. Et nous risquions ainsi d'éloigner ce qui est un des maillons fondamentaux de la gestion sociale de la personne, a fortiori lorsqu'elle est dépendante. Et c'est sur ces deux constats que nous sommes allés chercher une fondation qui a parfaitement rendu le rôle qu'on lui attendait et qui donne pleine satisfaction aux familles qui sont d'ailleurs restées dans le conseil d'administration. Donc dans le cadre des épinettes, nous ne sommes pas dans le cadre d'un EHPAD. Et de surcroît, la mixité des vocations de ce centre, qui n'est plus adapté en termes de locaux, vous l'avez dit, pose une question beaucoup plus fondamentale, telle que le maire de Chambéry l'a repositionnée au niveau de ses partenaires. Ce que nous avons, je crois, permis sous cette mandature, parce que le problème n'est pas récent, c'est d'ouvrir un débat et de mettre chacun devant ses responsabilités. En ce qui concerne notre agglomération, nous assurons comme responsabilité le fait d'en couvrir les déficits. Et comme ces déficits sont à géométrie variable, effectivement, il est bon qu'à un moment donné, on puisse siffler collectivement à la fin de la partie en disant maintenant qui fait quoi. Le maire de Chambéry a introduit les études qui étaient en cours, notamment une étude avec Cristal Habitat, qui devrait être rendue assez rapidement et qui va permettre, sans aucun doute, dans un délai désormais court, de pouvoir arrêter une solution qui passera sans aucun doute par un redimensionnement de l'équipement en termes de taille, une reconfiguration avec une analyse foncière importante, puisque le foncier permet de faire des tas d'opérations sur ce site, à vocation effectivement d'accompagnement social, voire ultra-social, et ensuite de regarder, en lien avec l'État, le type de séjour dont il y a besoin pour certains types de publics. Mais nous n'assumerons pas seuls ce qui n'est pas de notre compétence et qui ne revient que partiellement. L'important, c'est que chacun soit mis devant sa responsabilité. Je pense qu'en ce moment, c'est ce qui est en train de se passer, j'allais dire, enfin. Y a-t-il d'autres demandes de parole? Non? Eh bien, écoutez, merci pour cette présentation, Madame la vice-présidente, Monsieur le directeur.